Bonjour, il est 15 h. Merci d'être avec nous pour suivre cette édition de la mi-journée au sommaire de l'actualité. Remise des prix aux femmes porteuses des projets, donc un partenariat entre la PNUD, l'OIM et le ministère de la Femme et de la Famille. Également dans l'actualité de ce 15 h, l'ONU cherche à vacciner plus de millions d'enfants contre la rougeole. Voilà pour les sommaires. Merci d'être avec nous pour suivre cette édition. Les chirurgiens et médecins spécialistes turcs ont entamé hier leurs opérations pour les patients nécessitant des interventions dans les domaines de l'ophtalmologie, de la chirurgie viscérale, la chirurgie pédiatrique, la chirurgie urologique, l'ORL ainsi que dans le domaine de la chirurgie plastique, n'est-ce pas Samatar? Effectivement Ali, c'est dans cette optique que le ministère de la Santé a simultanément lancé dans les casernes de la garde républicaine avec la gendarmerie nationale une campagne de collecte de sang pour une meilleure prise en charge des patients opérés. Ces opérations de collecte de sang permettront au Centre national de transfusion sanguine, qui alimente en sang tous les grands centres hospitaliers du pays, de renforcer ses stocks. Le ministère de la Santé, Dr Jama' El-Moukiye, s'est rendu dans la caserne de la garde républicaine et celle du PK23 de la gendarmerie pour constater de visu ces opérations de collecte de sang. Le ministre de la Santé a remercié les responsables de la garde républicaine et de la gendarmerie pour leur sens de devoir. Merci donc Samatar pour ces explications. Eh bien, sans transition sur ce sujet, le médecin chef de la garde républicaine s'est exprimé en ces termes. Aujourd'hui, nous avons accueilli le ministère de la Santé, surtout les équipes de la banque de sang qui sont arrivées pour faire des prélèvements de sang dans le cadre de la mission turque qui est arrivée à Djibouti et qui va réaliser beaucoup d'actes chirurgicaux. Pour pallier à une éventuelle rupture de sang, nous avons réalisé aujourd'hui une cinquantaine de prélèvements de sang pour pallier à une éventuelle... La garde républicaine a toujours été aux côtés du ministère de la Santé pour être aux côtés au cas de besoin. Si jamais il y a une personne... Nous avons réalisé un répertoire où les éléments des groupes rares sont répertoriés et ont besoin, si jamais il y a une personne qui a un problème d'anémie, nous font appel, surtout les maternités, où nous dépêchons rapidement la personne concernée qui est de ce groupe rare pour aider la personne. D'autre part, nous remercions le chef de l'État, Ismaël Marguerite, le ministre de la Santé, le Dr Jama' El-Moukiye, pour cette initiative dans le cadre de la santé publique. Et pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Jama' El-Moukiye, a estimé que près de 300 opérations chirurgicales pourront être menées par cette équipe chirurgico-médicale turque. Je vous propose de le suivre. Et les corps qui ont contribué à la donation de sang aujourd'hui, des corps qui sont historiquement, qui travaillent en partenariat spécial avec le ministère de la Santé. En premier lieu, la gendarmerie, ici aujourd'hui, le colonel à mon côté. Ce matin, on est passé par la GER. Ce sont les deux corps dans lesquels, à chaque fois qu'il y a un besoin en sang ou autre chose, qui sont les plus proches et qui travaillent avec le département de la santé. Comme vous le savez, il y a une caravane turque avec des spécialistes, des professeurs qui sont là, qui sont en train d'épauler les spécialistes djiboutiens, et il est prévu de faire entre 300 à 400 opérations pendant 10 jours. Ces opérations ont besoin de beaucoup de médicaments, beaucoup de matériel médical, ainsi que les consommables. Tout cela étant prêt, vous avez vu le jeudi 3, le président de la République en personne avait donné son sang, ainsi que le corps de la GR et autres. Et aujourd'hui, comme nous avons vu que ce n'était pas suffisant et il y aurait encore plus d'opérations, nous avons fait appel, comme d'habitude, à la gendarmerie. Et le colonel de la gendarmerie a mobilisé plus de 100 hommes pour nous donner du sang. En plus, je viens de visiter l'hôpital, la clinique qui est récemment construite par la gendarmerie, qui est un exemple que tous les autres corps doivent suivre. Et nous allons le soutenir. On sait qu'il y a les médicaments, les matériels, ce que le département de la santé pourra donner. Une ambulance neuve que personnellement je vais offrir au colonel de la gendarmerie pour qu'il puisse faire les évacuations au plus vite dans les autres hôpitaux au cas de besoin. Donc, comme vous le voyez, c'est un exemple à suivre. Et ce sang-là sauvera beaucoup de vies.
Et nous savons historiquement nos corps en général et la gendarmerie et la GR en particulier nous soutiennent toujours. Nous voudrons remercier le colonel de la gendarmerie ainsi que l'ensemble de mes frères gendarmes qui sont ici et la GR, le colonel Mohamed Jama et l'ensemble du corps de la GR qui eux aussi n'ont pas ménagé des efforts et ce matin sont en train aussi de donner le sang. Dans le cadre des activités menées pour marquer la célébration de la journée internationale de la femme, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad, a présidé ce matin à l'UNFD une cérémonie de remise de matériel aux femmes porteuses des projets. 21 filles ou femmes issues des régions de l'intérieur ou de la capitale ont bénéficié de ces aides. Ce dont se composait des produits cosmétiques, de matériel pour salons de coiffure ou restaurants, de jeux d'enfants pour les crèches et les garderies. La ministre de la Femme a en outre remis un chèque aux bénéficiaires, une somme de 300 000 francs, afin d'encourager ces jeunes dames à entreprendre des activités génératrices de revenus. La cérémonie a vu la participation de la secrétaire d'État aux affaires sociales, Mouna Ousmane, la secrétaire générale de l'UNFD, Fatouma Moussa, les représentantes de l'OIM et du PNUD et des femmes élues du Parlement. Les représentantes de l'OIM et du PNUD ont salué les efforts constants du gouvernement à aider la gente féminine à s'émanciper, à devenir indépendante économiquement. Je vous propose de les suivre. Heureux de faire partie de cette semaine de la femme et de pouvoir participer à cette activité précisément dans la remise d'un projet de garderie pour 2 ou 3 jeunes filles qui mettront en place une garderie à Djibouti ville. Je souhaiterais juste mentionner que ce projet s'insère dans un projet plus global qui vise à autonomiser aujourd'hui ce projet et de continuer à appuyer toute initiative nationale qui s'intègre dans une forme d'intégration des populations locales et également des populations migrantes ou réfugiées qui sont sur le territoire. Ce que c'est important, c'est d'être des éléments actifs dans la société, soit du point de vue économique, et donc la possibilité d'avoir des revenus et pouvoir marcher et faire fonctionner la famille et donner de l'éducation aux enfants et contribuer vraiment à la société. Pour aider la société, pour donner à Djibouti encore plus de contributions pour aller vers un futur que je suis sûr sera absolument brillant. Mais pour faire ça, il faut vraiment qu'on travaille ensemble. Et de son côté, la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Hamad, est allée dans le même sens, indiquant que le projet aidera ces femmes et ces filles à se prendre en charge. Aujourd'hui, pour remettre un kit de matériel à de jeunes filles porteuses de projets, au nombre de 21, 15 dans les régions, et de jeunes filles de la République de Djibouti pour partager cette joie, car cette année est une exception. Une exception pourquoi la femme djiboutienne a fait un grand pas, un pas de géant, en rentrant en nombre important au sein du Parlement. Ces projets que nous allons mettre en œuvre, que nous allons appuyer aujourd'hui, pour certains d'elles, c'est des projets qui existaient que nous allons simplement renforcer. Pour d'autres, ce sont de jeunes filles diplômées qui souhaitaient exercer une activité génératrice de revenus et pour laquelle le gouvernement djiboutien, l'UNFD, avec l'appui des partenaires, ont tendu la main pour qu'elles puissent sortir de cette situation de précarité, de chômage et d'avoir une activité économique qui permettra certainement d'améliorer leurs conditions de vie. Dans le cadre des activités menées pour marquer la célébration de la journée internationale dédiée aux droits de la femme, des jeunes sportives motivées ont escaladé la plus haute montagne de notre pays. Il s'agit donc le mont du Moussa Ali. C'est le dossier de notre 15h, je vous propose de le suivre.
Suite à la journée mondiale de la femme célébrée en grande pompe à Djibouti, sous le patronage du président de la République, un groupe de Djiboutiens, parmi lesquels de nombreuses femmes, ont participé à une marche pour atteindre le sommet de la montagne Moussa Ali, située à 2020 mètres, une première dans notre pays. Cette marche témoigne et confirme la place et le rôle de la femme dans la société djiboutienne. La dernière en date est le passage du quota des femmes du 10 au 25% dans la nouvelle législature. Initiée par la responsable genre de l'unité de gestion des projets du ministère de l'Agriculture, Nasro Aléo, l'organisation de cette marche a été soutenue par la préfecture de Tadjoura et les ministères sectoriels, notamment le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Décentralisation. La marche a regroupé le personnel féminin de l'unité de gestion des projets, quelques amis de la capitale. L'effort était intense, mais le courage et la persévérance étaient au rendez-vous. Le secteur de Moussa Ali est un parcours pastoral réputé pour l'élevage des moutons. La population avait quitté le secteur par manque d'eau, mais aujourd'hui, elle commence à revenir suite à la réalisation des ouvrages hydrauliques. Cette marche a permis de découvrir aussi les conditions de vie des familles installées en altitude. Un guide rompu au désert, M. Adbarra, précise que pour monter au sommet de la montagne Moussa Ali, il faut d'abord le vouloir et par la suite il est nécessaire, bien sûr, de se préparer. Pour M. Baragota, le secteur de Moussa Ali est une région propice pour l'élevage. Malgré des fourrages abondants, les nomades avaient quitté ce secteur par manque d'eau. Mais grâce à l'unité de gestion des projets du ministère de l'Agriculture, des ouvrages hydrauliques dans le secteur ont permis d'améliorer l'accès à l'eau. Aujourd'hui, un groupe de Djiboutiens, dont de nombreuses femmes, ont décidé d'escalader la montagne de Moussa Ali, la plus haute dans notre pays, avec 2020 mètres d'altitude. Nous les soutenons et les encourageons dans ces difficiles épreuves. Aujourd'hui, les femmes sont ambitieuses grâce au soutien du président de la République et à la première dame. La montagne de Moussa Ali est très majestueuse, de jour comme de nuit. Le sommet est dans la partie djiboutienne. La population y est très nombreuse. Un notable, M. Hamadou, a félicité les femmes qui sont venues jusqu'au campement des nomades pour visiter les familles, mais que des Djiboutiens, surtout des femmes, viennent visiter nos campements est une grande satisfaction pour nous. Une fille qui a participé à la marche, Louli, témoigne. Nous sommes très fiers, a-t-elle dit, d'être à Moussa Ali, qui est une première pour nous tous de découvrir cette montagne majestueuse que nous avons découvert à l'école et la plus haute montagne. C'est une grande satisfaction pour nous. Malgré cela, Moussa Ali soit donc très connu par les Djiboutiens et Djiboutiennes viennent ici très rarement et mademoiselle ajoute, je conseille aux Djiboutiens et Djiboutiennes de découvrir cette partie merveilleuse de notre pays. Montrer donc leur capacité, faire la même chose que les hommes est une grande motivation. Enfin, la responsable genre de l'unité de gestion des projets du ministère de l'Agriculture, Nasro, après s'être rendue au sommet de Moussa Ali, s'est réjouie de cette visite qui a permis aux Djiboutiens de découvrir une montagne symbolique mais très méconnue. Nasro a ajouté que grâce au président de la République et de la première dame, les femmes ont une place importante dans notre pays. La preuve, elles sont passées de 10 à 25% en 2018 à l'Assemblée nationale. Nous avons donc décidé de gravir la plus haute montagne Moussa Ali pour découvrir notre patrimoine et aussi montrer nos capacités. La situation de la femme a évolué considérablement depuis 1999, mais pour autant, elle veut aller encore plus loin, à l'instar de la marche qui a permis à des femmes conduites par mademoiselle Nasra Aléo d'accéder au sommet de la majestueuse montagne de Moussa Ali. Autre actualité de ce 15h, le directeur général de l'enseignement, M. Abdeldir Guiré, a introduit hier après-midi les travaux de la seconde réunion de l'Observatoire de la qualité des enseignements et apprentissages. Les chefs d'établissement de l'enseignement de base, moyen et secondaire de la capitale ont pris part à la rencontre qui s'est déroulée au siège du MENFOP. Le secrétaire exécutif de l'Observatoire, Moukhaled Abdelaziz Hassan, des membres permanents, Abdullahi Omar et Abdi Siki, la directrice de l'enseignement public, Loula Ali, y ont également pris part. Dans son intervention,
le secrétaire exécutif de l'Observatoire a longuement présenté les rôles et missions de cet organe. Il a rappelé l'importance de l'évaluation et l'orientation des politiques visant le renforcement de la qualité de l'enseignement et de l'apprentissage. Il a expliqué que l'Observatoire de la qualité a pour mission de mener des études sur le terrain visant à orienter les actions en faveur d'un enseignement de qualité. Concernée sur la qualité de l'enseignement-apprentissage. Bien, nous avons essayé en tant que chef d'établissement, essayer de réfléchir avec l'équipe chargée de l'Observatoire sur la qualité, de réfléchir comment on pouvait apporter un peu plus sur la qualité de l'enseignement et apprentissage et de résoudre ces problèmes de qualité sur l'enseignement pour les enfants. C'était ça l'objectif. Tout s'est très bien passé. Et on espère bien mettre en place les idées qu'on a recueillies dans le terrain. Direction Arta, où une équipe chirurgico-médicale turque a bien entamé ses opérations à l'hôpital régional d'Arta. En effet, les médecins spécialistes en neurologie ou en chirurgie viscérale ont très vite commencé leur première consultation et qui ont été suivies des opérations chirurgicales. Le préfet de la région d'Arta, Abdullah Delal, a rendu donc une visite aux patients pour voir de près l'avancée de cette caravane médico-chirurgicale durant leur séjour. La mission médicale turque procédera donc à des interventions chirurgicales dans les domaines de cardiologie, de chirurgie pédiatrique, de gynécologie, de l'ORL, de chirurgie plastique, d'urologie, de chirurgie viscérale, de radiologie, d'ophtalmologie ou d'orthopédie. Grâce donc à cette opération fructueuse, le ministère de la Santé entend mettre à profit toutes ces expertises turques en vue d'apporter donc des soins et une assistance à un maximum de concitoyens. Je vous propose de suivre cette réaction. Nous sommes à la caravane organisée par le ministère de la Santé avec l'association de la CNSS. L'équipe médicale est turque. Des chirurgies ont déjà été programmées. 50 patients seront programmés dans les jours qui suivent, dont 8 ont déjà été faites, donc avec succès bien sûr. Nous aurons besoin plus de dons de sang pour les prochaines opérations qui vont se dérouler. On aura une bonne continuation. Une cérémonie commémorative au collège de Fukuzawa s'est tenue hier. Donc cette cérémonie avait pour but d'illustrer l'exposé de mademoiselle Akimi Tanaka sur les travaux qu'elle a effectués, suivis par des cours d'initiation de langue japonaise, mais aussi de l'expérience humaine vécue durant son séjour au collège. Les activités volontaires de mademoiselle Akimi Tanaka ont duré 6 mois au collège de Fukuzawa. Dans sa présentation, Akimi a étalé les activités qu'elle a réalisées au cours de ses missions au collège de Fukuzawa. Elle avait donc travaillé notamment dans les tri des déchets, l'harmonisation de l'image de collège avec des courtes vidéos postées sur YouTube, l'enseignement du japonais, l'art martial japonais qui est le judo, a été donc au centre de l'exposition. La cérémonie a été marquée par la présence de l'ambassadeur du Japon, le directeur général de l'enseignement et du directeur du collège de Fukuzawa, sans oublier donc des représentants de l'ambassade japonaise et de nombreuses personnalités du corps de l'enseignement. Dans une intervention, le directeur général de l'enseignement du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a remercié donc la participation pédagogique et culturelle entreprise par l'ambassade du Japon via la participation des personnels volontaires. Puis, dans un discours prononcé, l'ambassadeur du Japon a souligné les efforts entrepris par l'organisation de développement, la JICA.
Dans le cadre donc des opérations de patrouille de surveillance maritime dans les eaux territoriales, une équipe des gardes-côtes djiboutiennes a intercepté le 8 mars dernier 3 embarcations donc de type Galba en activité de pêche illégale et transportant une importante quantité de poissons. Durant cette opération, 16 pêcheurs yéménites ont été interpellés à bord de ces embarcations. Les gardes-côtes poursuivent sans relâche ces efforts visant donc à mettre à terme à ces pêcheurs qui régulièrement menacent les ressources halieutiques de notre pays. D'autre part, les gardes-côtes djiboutiens ont mené une vaste opération de 72 heures et ont porté secours donc à une embarcation de type Galba yéménite transportant également des candidats à l'immigration clandestine dans la zone de Guéhéré. Donc le 8 mars dernier, des cinquantaines de personnes candidats à l'immigration clandestine, tous d'origine éthiopienne, dont une vingtaine de femmes étaient embarquées à bord de ce bateau de type Galba. Un patrouilleur de garde-côtes djiboutien a récupéré donc à son bord une partie des candidats à l'immigration clandestine afin d'éviter d'éventuels naufrages. Les gardes-côtes continuent donc une lutte sans relâche afin d'empêcher les trafiquants de profiter de la misère des gens et secourir les candidats à l'immigration qui sont embarqués à bord d'embarcations de fortune. L'enquête concernant les membres d'équipage yéménite a été confiée à la brigade de recherche et d'investigation des gardes-côtes et les individus responsables seront traduits devant la justice tandis que l'embarcation est saisie, immobilisée au port de pêche dans l'attente d'une décision de la justice. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde avec Samatar Saïd. Nous vous le disions en titre, en Somalie, Samatar, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, cherche à vacciner plus de 4,7 millions d'enfants somaliens contre la rougeole. Effectivement, Ali, cette campagne nationale menée par l'Organisation mondiale de la santé et le Fonds national, autrement dit l'UNICEF, et les autorités sanitaires nationales et locales a pour objectif de protéger Ali des enfants contre la maladie virale très contagieuse. Cette semaine, les agences de l'ONU ont annoncé que la campagne ciblait 2,7 millions d'enfants dans les États du sud et du centre de la Somalie, ainsi que 1,1 million d'enfants au Somaliland. En janvier dernier, le Puntland a lancé sa campagne de vaccination à plus de 300 000 enfants. Selon les agences de l'ONU, plus de 2800 cas présumés de rougeole ont été signalés depuis le début de l'année. Les régions les plus touchées étant Baï, Banadir et Moudouk. En 2017, il y avait plus de 23 000 cas suspectés de rougeole en Somalie, soit 6 fois plus qu'en 2016. Et bien cette fois, nous terminons donc au Népal avec ce crash d'un avion, au moins 49 morts dans une catastrophe aérienne au Népal, c'est le nouveau bilan. Effectivement, l'avion, un bombardier de type K400 de la compagnie US Bangla, a été parti de la capitale de Bangladesh, Dhaka, avec à son bord 67 passagers, 4 membres d'équipage. Il a heurté une barrière en limite de l'aéroport, a pris feu, explique Raj Kumar, directeur de l'aéroport. Les flammes ont pu être éteintes. Ensuite, les secouristes sont intervenus à l'intérieur de l'épave, dans un champ près de la piste de l'aéroport international de Tribhuvan. Il s'agissait de la plus grave catastrophe aérienne survenue à Népal depuis le crash remontant de 1992 d'un avion de la compagnie pakistanaise International Airlines qui avait fait 167 morts. L'appareil transportait 33 passagers népalais, 32 bangladais, un chinois, un ressortissant des Maldives. Les 4 membres d'équipage sont bangladais. Merci donc Samatar pour ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi de programme sur Télé Djibouti.